on a analysé ces 3 matchs. Il nous manque celui qui nous concerne le plus, Tunisie-Sénégal. Ziad, vu que tu étais au stade du Tunisie-Sénégal, dis-nous comment tu as vécu le match qui avait un certain contexte et surtout une atmosphère assez particulière. Oui. En fait, le match, ça s'est joué à 17h. Je me rappelle, j'étais devant le stade à partir de 15h15 en fait. 14h. Donc, il s'est joué le match. Non, c'était 17h. Le match s'est joué à 17h. Je sais pas, moi j'ai 14h sous les yeux. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Non, c'était 17h parce qu'il faisait nuit au mois de janvier, donc je suis certain que c'est 17h. Ouais, à mon avis, ils sont trompés sur Wikipédia, mais c'est pas grave. Oui. Bon, après le match, franchement, le Sénégal, c'était pour les gars. Moi, pendant le match, personnellement, j'y croyais pas. Franchement, je voyais la Hadji Diouf contre Badra et Jaïdi, mais comment ils vont gérer ça? C'est vrai que c'est... D'ailleurs, Diouf jouait à Liverpool à ce moment-là ou pas encore? Je pense que non. Après la CAN, après cette saison-là, il a signé à Liverpool ou bien en début saison, j'ai complètement oublié. Bon, bref. Donc, ce match-là était vraiment très stressant. Tout le monde était accablé sur sa chaise. Et soudain, il y avait le brouillard. Soudain, on ne voyait plus rien. Moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, pelouse supérieure, donc 2e étage de stade de Radès. Je te confirme, juste, Ziad, je te confirme, oui. Diouf était à Liverpool à ce moment-là. Très bien. Donc, voilà. Après, bon, on ne voyait plus rien et soudain, on entendait un grand huilé qui approchait de nous. On voyait les fumigènes de l'autre côté du stade, les virages nord et sud. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Après, il y a tout le monde qui rit, qui sourit, on est tous contents. On a marqué un but. Qui l'a marqué? Personne ne le sait. Mais on a marqué un but. Donc toi, Ziad, t'as pas vu le but? Non, j'ai rien Personne vu. L'a vu. D'accord. J'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. J'ai entendu un gros cri. Voilà, on a marqué un but. Personne ne sait qui l'a marqué. Et ça s'est enchaîné. En fait, après, il y avait 8 minutes de temps additionnel. Ces 8 minutes-là. Oui. C'était 8 semaines, en fait. C'est pas 8 minutes. C'est ça. C'est exactement ça. Non, ça avait l'air d'être très, très long, ces 8 minutes. Ibrahim, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est un peu sur le Tunisie-Sénégal. Comme tout le monde, j'ai eu très peur de cette équipe du Sénégal. Je pense qu'on pensait tous à cette équipe qui a fini finaliste de l'édition 2002, qui est arrivée en quart de finale à la Coupe du Monde. Quand on parlait du Sénégal, on parlait de El Hadji Diouf, Henri Camara, Fadiga, Henri Camara, voilà, Salif Diao. C'était du lourd. Et donc, les souvenirs que j'ai de ce match, c'est le brouillard, les 10 minutes de temps additionnel interminables accordés par l'arbitre émirati Ali Bouchsim. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que il y a eu un changement par rapport au premier match. C'est la titularisation de Riaz Bouazizi, qui n'était pas titulaire au cours des 2 premiers matchs. On sait que Riaz Bouazizi est un milieu récupérateur à l'ancienne, qui courait partout pour récupérer les ballons. Et, très généreux. Et Roger Lemaire avait décidé d'opter pour des milieux défensifs. Là, on saisit la nuance entre milieu récupérateur et milieu défensif. Il privilégiait des profils à la Mehdi Nafti ou Jawhar Mneri, des joueurs qui se plaçaient devant la défense, qui avaient un bon placement, qui distribuaient le ballon, qui alternaient les ballons longs, ballons courts. Et le coup de génie de Lemaire, ça a été justement de replacer Bouazizi en box-to-box, côté droit. Et ça a apporté un énorme plus au milieu. Et on savait justement que le Sénégal, au milieu, ils étaient très, très costauds. Et Bouazizi a permis à l'équipe de Tunisie de gagner cette bataille au milieu, justement, d'aller presser assez haut, d'aller chercher les ballons assez haut, de manière à couper les actions et à essayer de trouver directement Gézir et Santos. D'accord, et d'ailleurs c'est Mnali qui marque.
qui marque avec un beau but de la tête 65e minute. Exactement, voilà. Sur un centre retourné de Ziad Jaziri. Exactement, voilà. On avait un milieu à 3, donc on avait Nafti devant la défense, à sa droite Bouazizi, à sa gauche Jawel Mneri. Et c'était un choix judicieux puisque on a vraiment contrôlé le milieu et Mneri justement marque ce beau but, voilà, qu'on n'a pas vraiment bien vu, mais voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il était très très important ce but et qui nous a permis de nous qualifier. Estime-toi heureux que tu as vu quelque chose. Après, j'espère, Ziad, que tu l'as revu sur YouTube. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bon, à l'époque, c'était pas sur YouTube, c'était sur la chaîne nationale. Elle rediffusait ce match en boucle, donc voilà. Bien sûr. Momo, un petit mot sur le Tunisie-Sénégal. Oui, je pense que je vais un peu redire un peu la même chose. On a eu les mêmes informations, les mêmes enseignements tirés de ce match. Je pense que le fait que le coach fasse entrer Bouazizi pour ajouter un peu de densité physique, on savait que le combat ça allait être un gros combat physique. C'est vrai. Il fallait pas avoir beaucoup d'occasions et que voilà, même si on se fait encosser un but, les gars, on reste serein, on reste calme, on va marquer. Donc le fait de faire entrer un joueur d'expérience comme Bouazizi, je pense que ça a beaucoup joué sur ça, quoi. Je te remercie. Moi, je voulais revenir aussi, vas-y. pour le but, dans la façon dont comment on a marqué le but aussi, comment l'action s'est construite. C'est très Joga Bonito. Et je trouve que ça a beaucoup. C'est très Shaolin Soccer aussi. Voilà, ça nous a permis d'avoir un peu plus d'amour et de rêver un peu plus avec cette équipe-là. Et on a kiffé encore plus cette équipe. On a donné un peu plus d'amour à cette équipe-là, qui elle en retour nous a redonné après par la suite. Donc, parfait. Pour terminer. Ouais, moi en tout cas sur ce match-là, pour moi c'est un match tournant. Moi aussi. Pour l'équipe. Moi aussi. Parce que Ziad était au stade et l'atmosphère. Faut pas oublier une chose les gars, c'est qu'à ce moment-là, on va dire, c'est le début, c'est les premières années le mouvement ultra en Tunisie est bien structuré. C'est-à-dire que voilà, 2004, 2010 et en fait, ce qui se passe, c'est que en Tunisie, on a quand même une tradition. Je dis, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent les clubs, qui privilégient les clubs. Et là, en fait, je pense que tu vois des mecs qui sont peut-être des ultras divers clubs, en fait, qui sont venus à Radès et qui font un craquage, en fait. Un gros craquage. Un gros craquage, en fait. Et je crois que, de base, lors des matchs en fait d'une sélection, quelle que soit la sélection en Afrique, il n'y a pas de craquage en fait. Et là, ce qui se passe, il y a un craquage, un quart de finale de Coupe d'Afrique. Et enfin, le match est retransmis dans le monde et tout. Là, on se dit, en tout cas moi, quand j'étais petit, je me dis, mais les mecs, c'est des oufs en fait dans leur tête. C'est clair. Ils ont peur de rien, tu vois. Ils ont peur de rien. Et la façon comment on marque le but, comme l'a dit Momo aussi. Voilà, le retourné comme ça de Jaziri, tu vois, avec la tête de Mnari, puis la communion, et les supporters qui crient, etc. C'était quand même assez beau. Et je reviens aussi à ce qu'a dit Ibrahim, l'apport de Riyad Bouazizi. Il a quand même apporté une sorte de hargne au milieu de terrain, même que ça soit avec Nafti ou Mnari, qui ont cette grinta-là. Mais Riyad est le joueur le plus expérimenté de l'effectif, il me semble, parce que depuis 96, je crois. C'est ça. Donc avec Rothben aussi. Voilà, c'est ça, Rothben. Mais en fait, voilà, Riyad Bouazizi était le plus et Badala aussi, qui était là en 96 aussi, si je dis pas de bêtises. Non, Badala n'est pas là en 96. Non, il vient à peine de débuter en tant que titulaire. D'accord. Mais je crois qu'il n'est même pas titulaire. D'accord, ok. Mais Bouazizi, pour revenir à Bouazizi, c'est le joueur qui avait clairement de la bouteille, quoi. C'est-à-dire que là, je check l'âge des là, mais Bouazizi, il a 30 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a Badra, il y a Bouazizi, il y a Niger qui sont les plus vieux qui ont plus de 30 ans, quoi. Tout le reste a moins de 30 ans. Donc, il a clairement apporté une plus-value lors de ce match.
Et clairement, ça a été voilà, l'homme phare du système de Roger Le Maire, et on le verra aussi par la suite aussi. Parfait. Eh ben, écoutez, on enchaîne tout de suite avec les demi-finales. Voilà, Tunisie, Nigeria, Maroc, Mali. On va commencer par le Maroc-Mali avant de développer sur le Tunisie-Nigeria qui nous intéresse. Ibrahim, parle-moi un petit peu en plus, ce qui s'est passé à Sousse, chez toi, Maroc-Mali, 4-0, net sans bavure. Ben, c'était un véritable récital offensif de l'équipe du Maroc, hein. On a vu encore une fois la force de son quatuor devant, avec encore une fois, on va de nouveau parler de Mokhtari, de Hadji, de Chamakh, de Zaïri. Ça a été vraiment un massacre. Après ce match-ci, j'ai vraiment eu peur pour la finale. Moi, surtout qui habite à Bruxelles, je Oui, suis ah oui, entouré c'est vrai que toi, t'es entouré de Exactement. Marocains là-bas. Exactement. Ah oui. J'ai vraiment eu peur pour la finale après, parce que le Maroc a vraiment sorti un grand match contre une équipe qui était jusque-là très très solide. C'est vrai. Et ça m'a fait peur. Et d'ailleurs, voilà, ce Maroc, comme l'a dit Sofiane, était vraiment impressionnant offensivement. Merci. Momo, un mot très rapide sur le Maroc-Mali. Moi, déjà, j'ai flippé le tour d'avant. Là, je te dis pas ma tête. Après, T'étais pas non, rassuré non, du tout. pas du Tu tout. t'enfonçais. Non, je te dis là, pour la finale, bon, il y avait le cœur qui disait la Tunisie, mais la raison, elle me disait, c'est le Maroc, hein. Attention le Et, Maroc, ouais. Attention. ouais, et Mouhtari, j'ai beaucoup aimé ce jour-là. J'ai même fait sa coupe après la finale, mais c'est pas grave. D'accord. Anecdote sympa. Voilà. Parfait. Zied. Maroc. Je vais rejoindre les gars sur ce qu'ils ont dit. C'est kiff-kiff. C'est le Maroc. Attention à la finale. Donc, le match s'est joué à 19h. Le match de la Tunisie et Nigeria s'est terminé vers 18h30. 18h45, pardon. Oui, c'est vrai que c'était un long match, le Tunisie. On n'a pas trop. Personne n'a vu ce match, hein, le Maroc-Mali. Personne ne l'a vu en Tunisie. Juste peut-être après la deuxième mi-temps, après cette hystérie, hein, de jouer la finale chez nous là. Et donc après, bon, en voyant le journal du CAN, le résumé des rencontres la soirée, bon, je me suis dit peut-être après tout on est en finale. On a battu nos bêtes noires, Sénégal, Nigeria. Il y a peut-être une chance, mais la logique, comme a dit Momo, c'est normalement c'est le Maroc, hein. À cet instant-là, on pensait tous qu'on allait perdre cette finale face à cette équipe très technique du Maroc. Non, c'est vrai que le score faisait peur. En plus, c'est un demi-finale de Cannes contre le Mali. En plus, pas contre une petite équipe, Voilà. une moyenne équipe. C'est ça qui fait un petit peu craindre le pire pour la Tunisie. Sofiane, vas-y pour le Maroc-Mali. Non, moi, sur le Maroc-Mali, en fait, j'avais vu la deuxième mi-temps, il me semble. Et voilà, hein, comme l'ont dit les autres, hein, c'est-à-dire offensivement, en fait, dans leur logique, on va dire, sur toute la compétition. Et voilà, Mokhtari qui enchaîne, doublé, Hadji qui met un but, Baha, pardon, Baha qui est fini. Qui conclut, voilà, il fait le taf. Je pense que le Mali a manqué d'expérience, on va dire, les joueurs. Enfin, voilà, c'était le début de cette génération, on va dire. Et il manquait un peu d'expérience, justement, dans les demi-finales. Voilà, je pense que s'il y aurait eu une réelle politique, on va dire, au Mali, je pense que 2 ans plus tard, ou 3 ou 4 ans, pardon, plus tard, ils auraient pu vraiment remporter un titre. Voilà, le Maroc a joué avec ses atouts, a joué avec une solidité défensive et une animation offensive très, 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 très forte. Et on l'a vu lors de cette demi-finale, et ça a été une correction. Et Mohamed, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Tunisie-Nigeria, 1 partout. Penalty de Okocha, 67e. Penalty de Bardra à la 82e, donc en toute fin de match. Et Odewingi va se faire arrêter son tir au but par Boumnigel. Outaka, Yobo et Oudeze marqueront. Et côté tunisien, tous les Tunisiens auront marqué. Badra Santos, Mehezbi, Ben Achour et Karim Hagi. Donc voilà, donc tu as Odem Wengi, le petit jeune de l'équipe de Nigeria qui rate.
Et contrairement à nous, notre petit jeune Karim Agui qui met une belle lucarne en plus. Donc ce but-là nous a permis de qualifier en finale et nous a permis aussi d'espérer un joli avenir pour ce jour-là. C'est vrai que c'est là où Hagi prend vraiment ses responsabilités avec un tir au but ultra important. Ouais. Et c'est là qu'on voit que peut-être que c'est un futur patron pour les années à venir côté Tunisie. Exactement. Ouais. Ibrahim, je te laisse la parole sur Tunisie-Nigeria. Je pense que ce match, c'est le match de la Grinta par excellence. C'est-à-dire qu'on perd 1-0 sur un penalty concédé par Karim Hagi. Ouais, sur Kanou. Exactement. Et puis ensuite, on a Ziel Jaziri qui se tue sur le terrain et qui s'arrache pour obtenir un penalty. On a le capitaine Khaled Badra qui prend ses responsabilités et qui va tirer ce penalty. D'ailleurs, Ibrahim, il va tirer aussi le premier penalty de la Tunisie aussi. Exactement, voilà. Il le tire aussi, il le marque. Et pour reparler de Karim Hagi, donc il concède le premier penalty pour le Nigeria et finalement c'est lui qui nous offre la qualification avec ce dernier symbolique. Ouais, c'est vrai que c'était assez symbolique, c'est vrai. Donc il est passé vraiment par toutes les émotions, Karim Hagi. Il a montré vraiment une très grande force de caractère pour son jeune âge à l'époque. Il n'avait que 20 ans. Ok, Zied, est-ce que tu as assisté à ce match-là? Alors, personnellement, premier choc de ce match, c'est l'arbitre Kofi Kodjia. Ah oui, le fameux. Kofi Kodjia et la Tunisie, pas trop amis. Ouais, donc, avec l'Algérie aussi, si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc, voilà, c'était le premier coup de théâtre. Kofi Kodjia à la demi-finale Tunisie-Nigeria. Après, bon, ce match était, certes, c'était compliqué, mais il y avait ce trio Kanu, Okocha et John Utaka qui faisait très très peur. Après, bon, le match, plus ou moins, ça s'est bien déroulé. La première mi-temps s'est terminée sur le score de 0-0. Après, les chagrins ont commencé. Il y a le petit Okocha, là, qui nous fait ses numéros, hein, qui obtient un penalty. Kanu, pardon, c'est Kanu qui obtient Kanu qui fait le... Voilà. Et bizarrement, Kofi Kodjia qui demande à Okocha de retirer le penalty. Il y avait un espoir. Donc, on avait passé par toutes les sensations possibles dans ce match. Hein. Exactement. Voilà. Après, Zied Jaziri qui s'est apparemment... oui. Il s'est faufilé entre deux défenseurs et s'est fait crocheter, ouais. Oui, et qui obtient le penalty. Khaled Badra qui a récité tout le Coran hein, avant qu'il tire. Je me souviens très bien de sa bouche. Excellent. mais je vous jure, aussi de toute la Tunisie, hein, elle priait. Donc voilà, le penalty est réussi. Après les tirs au but. Bon, Badra qui commence, ça va. Le premier penalty réussi. Il y a Donotaka, il marque, ça c'est certain. Après le retournement de situation, Odamwingi qui rate ce penalty. Et là, on y croyait petit à petit. Hadbi, Ben Achour, et finalement Hagi il avait très très peur avant de tirer. Il a même dit, il a demandé à Maloul de ne pas tirer. Il était jeune, Hagi. Hein, oui, c'est Maloul qui l'a poussé à tirer. Il lui a dit, vas-y, tire, tu vas marquer, je suis certain. Et voilà. D'ailleurs, on va noter quelque chose, c'est qu'aucun Tunisien ne rate son penalty et face aux Tunisiens, on a un super gardien, Enyama. Oui. Et c'est un exploit de faire 5 tirs au but sur 5. Et ça, faut le noter, je pense. Oui, exactement. Il a suivi, je me souviens, il a très bien suivi les tirs. Hein. Il y avait 2 contre-pieds, si ma mémoire est bonne, celui de Badra. Et j'ai oublié quel penalty. T'as Mehdi et Santos, et Ben Achour aussi. Oui, voilà. Non, je voulais dire le penalty qui est à contre-pied. Mais bon, contre-pied, je me rappelle plus. Il a très bien suivi les tirs. Hein. Donc, voilà. Contre le dernier, contre Hagi, il fait deux pas en avant pour essayer de casser l'angle. Mais malheureusement pour lui, il l'a presque touché, mais malheureusement le tir de Hagi très 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 bien placé sous la barre et qui qualifie la Tunisie. Sofiane, un mot. Alors, je rigole parce que je vais un peu me confesser là.
Allez, Parce vas-y. que ce match, je me rappelle, j'étais petit, hein, donc moi, vous savez, j'avais à peu près 9 ans à ce moment-là, et, euh, j'avais chamaillé mon père en fait à ce moment-là, et il m'avait embrouillé et tout, on était dehors, et on rentre en fait, et il y a le match. On rentre et il y a le match, et le match commence. Et mon père m'oublie totalement en fait, parce qu'il y a le match. Et ça fait que j'ai évité, on va dire, une correction assez sévère. Et du coup, c'est pour ça que ce match il m'est resté dans mon esprit, etc. Et sa dramaturgie est juste exceptionnelle. Ensuite, ce qui se passe, c'est que lors de ce match, il y a 0-0 à la mi-temps. Et il y a une anecdote assez connue, on va dire, de Khaled Badr qu'il a donnée il y a 3-4 ans sur une radio tunisienne, où il dit qu'en fait, il arrive, il est là, comme ça, il se met torse nu dans le vestiaire, il se pose, et il commence à prendre une cigarette et il commence à J'en étais fumer. sûr. J'étais pas sûr de Voilà. l'anecdote, mais j'ai entendu cette anecdote. Exact. Et il commence à fumer, quoi. Il fume comme ça. À la Johan Et Cruyff. c'est ça. Il fume, il fume, il fume. Tu vois, il fume. Je sais pas c'était quoi. Peut-être c'était une cristal qui Avec un café fumait. filtre. Voilà, exact, exact. Vraiment, tu vois, le typique tunisien de base, quoi, tu vois. Et il fume et tout. Et Roger Le Maire, il arrive, il regarde Nabil Mahaloul, il lui fait, en gros, des gros gestes, il fait, qu'est-ce qu'il a et tout, Khaled et tout. Et Nabil Mahaloul, il regarde Roger Le Maire, il fait en mode, ouais, laisse, je gère, t'inquiète pas, je gère, tu vois. Je gère. Il fume comme ça. Et il arrive, après, on arrive à la seconde mi-temps. Nianko Kanou qui dans ses chevauchées qu'on connaît, très élégantes, qui provoque un penalty. Voilà, Zied l'a dit tout à l'heure, etc. DJ Okocha marque. Et après, c'est ça le truc, c'est que la belle histoire, elle est là, parce que c'est Khaled Badr qui va marquer le penalty. C'est-à-dire que c'est lui qui va vers le point de Grâce à la penalty. cigarette. Voilà, grâce à la cigarette et au café filtre. Voilà. Ouais. Et il marque le penalty. Donc voilà, il y a égalisation, on va au tir au but. Et là, au tir au but, Khaled Badr, comme vous l'avez souligné avant, c'est lui qui marque le premier tir au but. Après, il y a Santos, après, il y a Mehfbi, après, il y a Ben Achour. De l'autre côté, il y a Otaka, il y a Odewingi qui va rater. Il y a Yobo, il y a Oudeze. Et après, à la fin, voilà, à la fin, il y a le penalty de Karim Hagi, les bras, on va dire, écartés, Oui. tel le Corcovado à Rio, euh, en Tel plein l'aigle milieu de Carthage, tout ouais, simplement. exactement, l'aigle de Carthage, en plein milieu de la pelouse de Rades, et la célébration de les bras en l'air comme ça de Roger Le Maire et Nabil Oui, Mahloul oui. qui s'agenouille, voilà, qui se prosterne en en pensant à Dieu, tout simplement, et puis en fait, c'est la délivrance totale. En Oui, fait, c'est que ça. quand il siffle le coup de sifflet final, il y a une délivrance totale parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais de 78, de la qualification à la Coupe du Monde 78. La Tunisie joue contre le Nigeria, justement le match de la troisième place à la Coupe d'Afrique 78. Donc la Tunisie arrive quand même est parmi les favoris en tant que mondialiste, etc. Et à la mi-temps, enfin non pas à la mi-temps, je crois que c'est après en seconde période, il me semble, ou juste avant la fin de la première période, la Tunisie est lésé par une décision arbitrale, pardon, et décide en fait de quitter le terrain. Ce qui voudra une suspension de 2 ans, je crois, de la Tunisie de compétition africaine, et il décide de quitter le terrain, etc., etc. Donc en fait, il y avait un passif avec le Nigeria qui était déjà présent, et vaincre ce Nigeria-là, ce Nigeria d'Utaka, de Kanu, de JJ Okocha, de Yobo, de Enyama, Ouais. ça montrait ça montrait un caractère en fait de l'équipe qu'on avait peu vu avant. C'est-à-dire qu'avant de ces matchs-là, la Tunisie les perdait. En 2004, avec l'appui C'est du vrai. public, avec la force et la rigueur tactique de Roger Le Maire, ben la Tunisie les gagne. Bah, je pense qu'on peut pas faire plus complet que ça. Bah, écoute, on va tout de suite aller à la finale. La finale, on peut Le parler match peut-être troisième place aussi. Ouais, tu peux en parler. Vas-y, vu que je sais que tu as Ouais, envie d'en parler. ouais, j'ai envie d'en parler. Ouais. Donc Vas-y. ouais, non, c'était un match, voilà, à Monastir. Donc dans une différence totale aussi, 2500 spectateurs. En fait, je pense que tout le pays était arrêté ce jour-là. Tout le pays pensait au lendemain, en fait. Exactement. Donc le match avait lieu à 20h. Voilà. Pour ceux qui connaissent Monastir, c'est une ville côtière, donc il y a un vent le soir assez terrible, on va dire, en particulier l'hiver. Donc je pense que les gens n'ont pas voulu sortir et aller au stade. Donc le Nigeria s'impose 2-1 par des buts d'Okocha et d'Odewingi.
et un but d'Abouta pour le Mali. Voilà, bon, l'équipe du Nigeria, il y avait c'était l'équipe type quoi, avec Enyama, Yobo, Okocha, Ikedia, Utaka, Odegungi. Kanu était sur le banc. Kanu est rentré en fin de match. Kanu est rentré en fin de match. Et aussi un autre joueur assez connu des supporters espérantistes, Garba Lawal. Mm-hmm. Donc voilà, une particularité aussi qu'on a omis de parler tout à l'heure, c'est la présence, on va dire, de joueurs dans des grosses sélections qui sont passés par la Tunisie ou qui jouent en Tunisie à ce moment-là, comme Pierre Nianga au Cameroun, ou bien Garba Lawal par exemple, ou Julius Sagawa. Mm-hmm. Voilà, qui sont des joueurs ou Draman Traoré aussi, qui est titulaire avec le Mali, qui sont passés quand même par des gros clubs tunisiens et qui ont fait une grosse carrière, on va dire, sur le point de vue africain et même mondial, parce qu'ils sont là après en Europe et qui ont fait des carrières assez bonnes, on va dire. Et ça montrait, on va dire, la puissance du championnat tunisien à cette époque-là, en comparaison à aujourd'hui, où on n'arrive pas forcément à avoir des expatriés qui soient de niveau intéressant. Voilà. Parfait. Je sais pas s'il y en a un qui veut donner un petit mot sur ce match de 3e place. Non, personne. Finale, le 14 février 2004, finale Tunisie-Maroc. On va dire une sorte d'affiche de rêve du foot maghrébin. 70 000 spectateurs, Rades complètement complet. Voilà, guichet fermé, ça y a pas de souci. Je vais vous dire très rapidement les compositions. Pour la Tunisie, Ali Boumnigel, Atem Trabelsi, Jaïdi Hagi, Clayton, Chedli Ben Achour, Bouazizi, Nafti, Jaziri et Santos. Ceux qui sont rentrés, alors Mnari, Khaïd Khozben et Mehzbi. Pour l'équipe du Maroc, Khalid Fouhami, El Karkouri, Wadou, Roumani, El Graghi, Haji, Safri, Kissi, Naibet, Shamak et Mokhtari. Et l'entrée de El Yacoubi, Zairi et Baha. Entraîneur Badou Zaki. Ibrahim, je te laisse la parole pour commencer cette finale. Je me suis fait chambrer à l'époque plusieurs jours par mes potes marocains parce que justement le Maroc on en a parlé tout à l'heure, venait d'écraser le Mali. C'était la meilleure attaque de la compétition. Ils avaient déjà marqué 13 buts. Ouais. Et donc, c'était l'équipe qui effrayait tout le monde, le Maroc. Et il y avait vraiment une grosse pression autour de ce match. Moi, je l'ai vécu avec une énorme pression. Heureusement que la Tunisie a bien entamé ce match. Voilà, elle a marqué très tôt dans le match et avec Santos à la 5e minute. Voilà, avec Santos à la 5e minute, et ça nous a mis directement sur les bons rails. Après, il y a eu cette égalisation de Mortal. Très beau but d'ailleurs aussi, très joli but. Très beau but, un but d'école, une construction sur le côté, une passe en retrait. Et Mortal une super tête plongeante, ouais. Voilà, exactement. Et ce but de Jaziri qui nous libère à la fin du match. Moi, si j'ai un mot pour le but de Jaziri, ce qui m'a frappé, ce que j'ai revu il y a quelques heures, le résumé, c'est qu'on aurait dit que Jaziri, il a senti que le gardien allait lâcher le ballon. C'est qu'il a un flair dans le but, revoyez le but, mais quand Clayton tire et que Fouhami lâche le ballon, tout de suite, tu sens que Jaziri, il savait déjà que le gardien allait lâcher le ballon et il a tellement anticipé sur cette faute de main et il a plus qu'à terminer le travail dans le but vide. Mais c'est sa caractéristique de renard, ça. Exactement. Ça résume bien justement l'image qu'on a de Jaziri, que ce soit durant cette Coupe d'Afrique ou durant la Coupe du Monde 2006. C'est un joueur qui se jette sur tous les ballons et c'est vrai. On l'a vu lors de la Coupe du Monde 2002 aussi que il se démenait le pauvre, mais il était trop esselé durant cette compétition. Voilà, justement, parfois ça partait d'un ballon anodin, il arrivait à récupérer le ballon et à se montrer dangereux et à peser sur les défenses adverses. D'ailleurs, si je peux noter une absence notable, c'est l'absence de Khaled Badra.
Suspendu, c'est bien ça, hein? Suspendu, ouais. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Le Vas-y. malheureux Badra, capitaine, mais bon, Il nous a fait un Bouazizi petit sur peu le une sorte de terrain. Laurent Blanc. Il nous a fait une sorte de Laurent Blanc 98. Voilà, c'est ça, c'est un Exactement. peu ça. C'est un peu ça. Mais Euh, heureusement qu'il y avait Bouazizi comme Allô? capitaine qui a pris le relais oui, et oui. qui Mhm. a, qui a endossé à merveille ce rôle de leader. Capitaine. Mohamed, vas-y, je te laisse un mot sur cette finale. Oui, donc très très belle finale, à guichet fermé, comme vous avez dit, à 14h30, je me rappelle, tout le monde était là, tout le monde regardait le match chez moi, hein, on est tous contents. Et là, on était très très fort, c'est qu'on a marqué dès le début. Santos, il a marqué dès la 5e minute. C'est vrai. Donc, ça nous a lancé sur les bons rails avec l'appui du public, tout ça. On savait que ça allait être, on allait Je, étouffer les Marocains. je pense que le Donc, public a vraiment joué son rôle dans ce match. Je bien pense. sûr, bien sûr. Bon. Heureusement d'ailleurs. Hein. Mhm. Heureusement d'ailleurs. Ensuite, égalisation de Mokhtari avant la mi-temps. Donc c'était très dangereux aussi avant la mi-temps. Ça permet de baisser un peu la pression un peu et de donner un peu plus de force à ces Marocains-là. Mais on les a tués direct. On a marqué, Jazil, il a marqué dès le début à la 50e, je crois. Dès le Ça, début. c'est 52e. Mais Donc voilà, c'était bon. je rejoins ce qu'il a dit, Sofiane, en fait, c'est que depuis qu'on a gagné contre le Nigeria, on a passé ce cap mentalement. Donc que Mhm. là, on commence à développer un instinct de tueur. Là, on marque dès le début, on se fait égaliser, on reste calme et on marque direct dès la deuxième mi-temps. C'est Donc vrai. franchement, je suis content. Et pour revenir à ta remarque aussi, j'avais vu qu'en fait, il avait travaillé avec Roger Le Maire, Jawad Zaveli, pardon, Ziad Jazili, il avait dit que ils ont vu des vidéos avec Roger Le Maire concernant le point faible de Fouami. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, c'était les mains, le jeu de main. Donc dès qu'il y a eu l'occasion de Clayton, il savait qu'il allait marquer. Il savait que Fouami allait relâcher le ballon et que Ouais, je derrière, savais il allait pas ça. marquer. Je connaissais pas cette anecdote, le fait qu'il avait analysé les faiblesses du gardien marocain. Ouais, il l'avait analysé, donc tant mieux pour lui. Et je pense que ce but-là récompense aussi tout le travail qu'il a fait durant cette Coupe d'Afrique. Ouais, parfait. Et On a juste retrouvé. Vas-y, oui, vas-y, Mohamed. un petit mot par rapport à Roger Le Maire. Donc, Mhm. la suspension de Badra a fait que Hag s'est décalé dans l'axe et a fait Mhm. rentrer Hakim Makabilsi, qui n'a pas été mauvais, malgré que voilà, c'est très très dur de rentrer comme ça en finale. Et il y a eu aussi un changement à la deuxième mi-temps. C'est ça que j'ai aimé en fait, moi. C'est qu'il a été Ouais. direct dans la réaction. On s'est mangé un but direct. Il a fait changer Mehdi Nafti. Il a fait Mhm. rentrer Nouri Mneri et ça a beaucoup joué, quoi. Parfait, ouais, ouais, Mnari, ouais. Mnari qui a fait plutôt une bonne compète dans l'ensemble, hein, qui a été solide dans le milieu de terrain. Exactement. Sofiane, la finale. Oui, donc là sur la finale, la finale elle est dans une atmosphère assez électrique, on va dire, parce que il y a Ouais. 70 000 personnes, pardon, à Rades, donc plus que la capacité du stade. Il y avait des gens Et dans les escaliers. exact, exact. Et j'avais vu un documentaire justement de témoignages du commentateur et de supporters entre guillemets historiques de la sélection, on va dire, qui avaient justement narré leur journée du 14 février 2004. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, il y avait toute la société tunisienne qui était au stade. C'est-à-dire que même eux, qui ont l'habitude ces supporters-là historiques, qui ont l'habitude d'aller au stade, là, ils avaient vu que, en fait, il y avait même des gens qui ne suivaient pas forcément, qui ne se déplaçaient pas forcément pour suivre les clubs, pour suivre la section en temps normal, mais là, ces personnes-là voulaient être au stade. Et ça se voit, en fait, sur des vidéos de Ouais, c'était un vrai résumé. événement, quoi. Oui, oui, C'est c'est un un événement événement total. historique. Donc, Mm. il y a des femmes, voilà, des hommes, des femmes d'un Des certain enfants. âge, des enfants, des femmes de 20 ans, des femmes de 30 ans, de 40 ans. Il y a plusieurs générations, en fait, de citoyens tunisiens qui viennent voir cet événement. Et, en fait, directement, en fait, dès le début, je crois que les joueurs, ils avaient conscience de ça, quoi. Ils étaient vraiment imprégnés de ça. Et, direct, Santos ouvre le score, quoi. Directement, Santos ouvre le score de la tête. C'est un bon centre de Nafti, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Bon, après, il y a l'égalisation de Mokhtari, qui est, on va pas se mentir, l'un des meilleurs joueurs de la compétition, vraiment, parce qu'il Oui. a tellement,
il a fait vraiment, je pense, ouais, c'était sa meilleure compétition, on va dire, internationale. Enfin, continentale, pardon. Et après, voilà, après, il y a le but de Jaziri qui vient sur le centre de Clayton et qui, d'ailleurs, en parlant de Clayton, Centre au tir. Parce que j'ai l'impression que c'est un tir. Hein. C'est un tir. Moi, je dirais un tir. Hein. C'est un ami José Clayton, il m'a confié que c'était un tir, mais ça n'a pas de sa puissance qu'il croyait. C'est un tir alors. Et en parlant d'ailleurs de Santos et Clayton, d'ailleurs il y a un article, il y a un portrait qui a été fait sur Tashkil là, sur Santos et un portrait qui a été fait justement sur les liens entre le Brésil et la Tunisie, avec justement le récit de vous invite à lire sur le site. Exactement, Khaled, qu'on vous invite à lire, qui est très fort intéressant. Et donc, voilà, il y a le but de Jaziri qui vient donc sur le tir de Clayton qui est repoussé par Khalid Fouhemi. Et Jaziri qui est là en tant que renard, qui marque le but. Et voilà, on revient à la première célébration en fait contre le Rwanda. Ben là, il fait la même. Exactement. Il fait la même célébration là. Et voilà, et dans le jeu, voilà, la Tunisie était très solide tactiquement. Roger Lemaire a fait des changements qu'il fallait faire, comme l'a dit Mohamed Ali. Il y a eu un vrai turnover qui a été fait et tous les joueurs ont été impliqués. Il fait rentrer Jawad Mneri, il s'arrache, il se donne à fond. Il fait rentrer Raif Orzban, pareil. Il fait rentrer Ahmed Mhedbi, pareil. On sentait en fait, je pense que les 22 joueurs étaient derrière le maire. Je pense que même s'il aurait fait rentrer le troisième adjoint ou l'entraîneur des gardiens, eh ben, ils auraient donné satisfaction parce que il y avait vraiment une osmose autour de lui. Il y avait vraiment c'était vraiment pas qu'un leader d'homme. On l'a souvent jugé à tort en tant que leader d'homme parce que, avec son surnom le général, etc. Mais il était plus que ça. Et, aussi, je tenais juste à ouvrir une petite parenthèse sur cette victoire. Il y a beaucoup de journalistes tunisiens qui ont mis des bâtons dans les roues à Le Maire, qui ne jouait pas paradis et qui venaient, on va dire, entre guillemets, espionner la sélection, etc., pour justement alimenter des fausses rumeurs à travers les médias. Et Le Maire a un peu, entre guillemets, été très radical avec eux. Il était très radical avec eux. Il ne voulait pas que ces gens approchent en fait la sélection et le groupe. Et ce qui a donné en fait beaucoup de rumeurs au cours de la compétition et beaucoup de rumeurs très infondées, on va dire. Voilà. Et voilà, donc la finale était exceptionnelle, en plein après-midi. Et après, on parlera. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il n'y a pas eu de faute d'arbitrage ou quoi, pour dire arbitrage maison. Donc, ce côté-là, j'étais plutôt satisfait que tous les buts soient légitimes. Voilà. Allô, Zied? Exactement. Oui, je suis là. Vas-y, dis-moi pour la finale. Bon. Comment tu l'as vécu? T'étais où? J'étais chez mes grands-parents. On a regardé le match avec mes oncles, mes cousins et tout. Donc c'était une ambiance plutôt familiale parce que les tickets vous n'avez pas aidé le jour de la finale. C'était tellement cher. À 150 dinars. Mais... Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, oui, c'est vrai que 150 dinars. C'était très cher. Zied, on a un ami en commun qui allait à la finale et qui m'avait confié sur Twitter qu'il avait payé justement 50 dinars et 50 dinars en 2004, c'était énorme. C'était quelque chose. 50 dinars, mais il est chanceux. Le jour de la finale, j'avais l'occasion d'acheter un ticket, mais en marché noir, bien sûr, parce que il restait absolument rien. Mais ils m'ont demandé 120, 150, 100 dinars, mais c'était impossible, quoi. C'est impossible. C'est une fortune. Oui, bien sûr. Et en plus, à cette époque-là, c'était plus qu'une fortune. Ça coûtait peut-être dans le jour, c'était peut-être 300 dinars, 250 dinars, c'est à peu près ça en fait. Juste à titre d'exemple, concernant le prix des billets, moi je suis allé en 2010 voir le PSGOM Trophée des Champions à Rades. Oui. Le billet est à 5 dinars. Donc pour vous dire, un PSGOM est à 5 dinars. Oui, c'était peut-être le prix de la finale, voilà. C'était dans les environs de 15 dinars, peut-être 20 dinars. Je pense pas que c'est plus cher que ça, mais bon. C'était l'occasion jamais de construire une petite villa aux Champs-Élysées, donc voilà. Allez-y, on revient sur le match. Allez, vas-y. Bref, pas grand chose à ajouter. Comme
tout le monde l'a dit, hein, c'était des frissons partout, c'était de la peur, c'était des émotions, c'était le jour de la Saint-Valentin. Et quel jour de la Saint-Valentin? C'est le jour de la patrie, en fait. C'était un jour historique. Personne ne la voyait venir, cette CAN, au début de la compétition. Si on me disait que la Tunisie allait le remporter, j'allais dire, bon, franchement, j'y croyais pas du tout. Mais bon, alhamdoulilah, qu'on a enfin remporté un titre continental, parce que c'est très, très important. La Tunisie a eu beaucoup de faux pas, surtout la finale de 96 en Afrique du Sud. Ça fait très, très mal. Je me rappelle, c'est ma première CAN. Oui, moi aussi, je me rappelle, c'était aussi ma première CAN. Donc, tout le monde voulait ce titre, tout le monde rêvait de ce titre, en fait. Les joueurs, ils étaient franchement à 1000% ce jour-là. Il y avait presque aucune faute aucune faute de marquage, à part le but. C'était une action très technique, très bien construite, belle, en fait. Très belle, ouais. Très belle. Oui, donc voilà. Pas grand-chose à signaler aussi côté arbitrage, c'était très très correct. Et oui, il y a eu que 4 cartons jaunes. Oui, c'était une finale, mais vraiment une finale très très fair play. Il y avait de l'engagement, il y avait de la grinta, il y avait tout dans ce match, mais c'était clean en fait. C'était pas le Déant qui frappait Xabi Alonso au torse là. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, bon, après le coup de sifflet final, franchement, j'étais descendu à l'avenue de Habib Bourguiba avec mon oncle et c'était waouh, j'ai jamais vu la des images aussi heureuse que. Il y a des images sur lina.fr où justement où on voit l'avenue Habib Bourguiba et même je me rappelle on avait regardé le JT avec mes parents et tout. Oui, c'était peut-être le plus beau jour. Pardon, continue. Ouais, non, vas-y, tranquille. Mais c'était exceptionnel. Il y avait une dame au JT qui disait oui, Francis Dos Santos c'est le meilleur et tout, tout fait de trucs comme ça et c'était assez fou. C'était assez fou. D'ailleurs, j'aimerais votre avis sur l'après-match, sur la remise de la coupe de notre ancien président Zine Abedine Ben Ali. Qu'est-ce que vous en pensez, Sofiane? Je sais que t'as un avis là-dessus. Bon, déjà. Normalement, c'est pas à lui c'est pas lui, c'est Issa Hayatou, normalement, qui doit remettre la coupe. Donc, c'est le président de la Confédération africaine de football qui doit remettre la coupe. Je suis un peu mitigé sur ça, en toute honnêteté. Oh, c'est de l'ancienne histoire, donc. Voilà. Mais. En fait, après, je pense que c'est une faveur. Je pense que le président a dû demander à Hayatou la faveur de remettre la coupe à son équipe. Mais outre la remise du trophée, ce qui m'a un peu gêné à l'époque, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de fête et de liesse populaire, en fait, de communion entre les joueurs et le peuple tunisien. La Tunisie a eu 3 finales dans son histoire. Donc 65 perdu à domicile, 63 perdu à domicile à Shetland, 96 perdu au stade de Johannesburg. Et là, on avait, pour une fois qu'on a eu le titre suprême en Afrique, je pense que ça aurait été de mise de faire une grande parade en fait sur l'avenue Mohamed V ou bien sur l'avenue Bourguiba et je suis désolé hein, mais non mais t'as raison. En tout cas lui, je veux pas citer son nom, voilà, tu l'as cité toi Khaled. Lui en tout cas faisait des parades quand il s'agissait des élections, faisait des parades quand il était en sortie à chaque fois, il ramenait des gens dans des camions qui payaient 5 dinars avec un sandwich au thon et à l'harissa. Excusez-moi les gars. Non mais c'est vrai, il faut dire les choses, c'est la réalité. Vas-y. Ramener des gens, etc., qui s'en foutaient complètement de la politique et de sa politique à lui pour soi-disant applaudir, etc. Applaudir, soi-disant, sa politique. Oui, c'est de la manipulation. Mais ça aurait été bien que là, pour une fois que les gens sortaient par eux-mêmes, voulaient faire la fête et voulaient communier avec leurs joueurs, sans distinction de couleur de peau, de religion, d'origine, on va dire, de gouvernorat, etc. Ça aurait été bien que de laisser en fait cette fête-là aux joueurs, au staff et au peuple tunisien. Et beaucoup de joueurs, je pense, sont un peu frustrés, on va dire, de ne pas avoir pu communier avec les supporters et avec le peuple tunisien dans les rues de Tunis. Parfait. Ibrahim.
par rapport à la remise des trophées. Oui, un peu un peu, on va dire ça comme ça. Moi, t'as vu, Ouais, moi, donc, je rejoins un petit peu Sofiane. ouais, pareil aussi. C'est une sorte de Voilà, récupération médiatique, je crois. C'est plus un peu ben ça. voilà, il a sauté sur l'occasion à l'époque, voilà. Et oui, c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit Issa Hayatou qui remette le trophée. Bon, ça s'est passé autrement. Voilà, ça restera justement un des points noirs de cette remise des trophées. Voilà. Parfait. Mohamed, Oui, c'est un petit gâchis. C'est du gâchis. Parce qu'on petit l'a pain mérité. noir, ouais. Tout s'est passé très très bien. Après, mélanger politique et football, ça n'a jamais été bon. C'est vrai. On est quand même un bon petit pays de football. Donc, on aurait aimé, comme l'a dit Soso, une petite parade Mhm. à travers tous les Tunisiens, quoi. Ah, mais ça aurait En été, plus, on ça a aurait pas été un moment l'habitude. historique. Ça aurait été un moment historique. Oui, Ça aurait bien été sûr. beau. En plus, ça Ouais, n'a pas c'est fait beau. du mal. Je pense que ça n'a pas fait de mal au peuple tunisien, je pense. Non, ils sont sortis dans la rue, ils ont fait la fête, bien entendu. Mais ça aurait été bien d'avoir un petit bus avec C'est voilà. ça. C'est Mais, ça. mais en fait, juste un truc, personne n'a prêté attention à cette action que Sofiane vient de parler. Tout le monde était en euphorie, tout le monde était Oui, heureux. tout le monde s'en fichait, c'est vrai. Mais Voilà, après, à t'être exactement. On reposé s'implique pas et que trop. 16 ans après, quand tu Voilà, regardes certaines images, tu notes quelques petites, exactement, oui, des petits exactement. détails. Mais bon, après, Enfin, c'est pas très grave, c'est vrai que c'est pas très très grave. Oui, bon, après, il y mais a eu bon, la fête aussi, la fête à la télé pendant je sais pas combien d'heures et tout. Bon, oui, mais ça aurait été bien d'avoir ça quand même. J'aurais kiffé, moi. J'aurais kiffé avoir cette parade, en fait. Un jour, Inch'Allah, pour la Inch'Allah. deuxième étoile, les frères. Pour la deuxième Espérons-le. étoile. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. on Ziad, y était, vas-y. on y était presque. On y était presque cette deuxième étoile. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, tu parles de 2019, ça, on parlera Exactement, dans notre podcast, ça. exactement. Mais ça m'a fait tellement, tellement. Oh, j'ai la rage là. Je veux pas en parler. Allez, on Non, passe. non, mais on va rester sur 2004, Ziad. Vas-y, dis un mot vite fait sur Bon, l'après-finale. l'après-finale, moi, le Tunisien aussi heureux. Franchement, c'est peut-être le deuxième meilleur jour de la Tunisie après le 1er juin, après le 20 mars 1956, date de leur indépendance. Donc, franchement, c'est indescriptible en fait. Il faut vivre ça, il faut vivre ça. C'est vrai. Après, Moi, moi, j'ai On t'envie, Zied. On aurait aimé être à Tunis à ce moment-là. ouais, franchement, c'est quelque chose à vivre. Hein. Une fois dans sa vie. Donc, moi, ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'est une semaine après la CAN, j'allais acheter le maillot de la Tunisie, comme tout le peuple tunisien, en fait. Ah Et oui. il y avait les boutiques à Bebhar, en fait, les arcades. C'était presque les seuls, pas les seuls, mais c'était l'une des les grandes boutiques qui vendaient des maillots de foot. Et je ne vous raconte pas la queue que j'ai tapée pendant à peu près Ouais, 1h30. il y a pas eu des ruptures de stock. Il y a eu des ruptures. On dirait en fait qu'on allait acheter un billet pour Michael Jackson ou bien. C'est ça. Mais c'était infernal. J'étais petit, j'avais 14 ans et j'attendais pendant 1h30 pour acheter le maillot. Oui. Zied, moi, je continue ton propos. Moi, quand j'étais rentré en Tunisie cet été-là, donc l'été 2004, j'avais pris le bateau. Donc, j'avais pris le bateau de Marseille, j'avais pris le Carthage, il me semble. Voilà, bon, dédicace à tous ceux qui prennent le Carthage, voilà. Et là, en fait, à l'aller, tu vois, il y avait personne qui avait le maillot de la Tunisie. Et au retour, par contre, t'avais tout le monde qui avait des maillots de la Tunisie. Exactement, voilà. Et t'arrivais à reconnaître, c'est la région du gars, tu sais, par exemple, les gens du Sahel, tu vois, ils avaient le maillot de Hagi, tu vois, Jaziri, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, Les gens exactement. Ils avaient Santos, ils avaient Jahadi, tu vois. C'était fou, en fait, c'était fou. Moi j'étais un peu chanceux parce que ma taille L, donc j'ai trouvé seulement deux maillots, le maillot rouge, il y avait Jaziri et Badra. Et j'ai pris Jaziri à la fin. Parfait. Ah, parfait. Voilà. Parfait. Bah, super souvenir, les gars. On va terminer ce podcast très rapidement sur deux petites questions. Pour vous, quel est notre meilleur joueur favori de la Tunisie 2004? Juste un petit mot, Okocha a été élu meilleur joueur du tournoi. C'est pas une grosse surprise et je pense même mérité. Plutôt mérité. Ça se joue entre lui et Mokhtari, peut-être Santos aussi qui finit meilleur buteur. Okocha en fait c'est plus technique, il méritait.
On va rester sur la Tunisie, donc je vais faire un petit tour de table. Ibrahim, pour toi, quel est ton joueur qui t'a donné satisfaction durant cette compétition? Pour moi, c'est clairement Riyad Bouazizi, le gladiateur, le travailleur de l'ombre. Je me rappelle que j'avais regardé la finale justement sur Eurosport et à l'époque, la personne qui commentait le match, ben, c'était Alain Giresse Oui, en et plus c'est vrai, exact. il était fan de Bouazizi. Il était époustouflé par la prestation de Bouazizi qui était partout sur le terrain. Il était à la récupération, il était devant. Parfois, il se faisait passer, il revenait pour défendre. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Plusieurs années plus tard, donc maintenant, je coach une équipe de futsal et j'ai eu les enfants de l'ancien capitaine de la sélection guinéenne qui a joué la CAN 2004 d'ailleurs en Tunisie, Abdul Karim Silla. Et il a eu l'occasion de jouer plusieurs fois contre Bouazizi. Il a joué contre lui une première fois lors de la finale de la Coupe des Coupes entre l'AS Kaloum de la Guinée et l'Étoile du Sahel. Oui, la Escaloum, oui. Et puis il a joué durant la CAN contre Bouazizi une nouvelle fois. Et il m'a confié que c'était l'un des meilleurs joueurs qu'il avait affronté durant sa carrière. Pourtant, il a joué en Belgique, il a joué en Turquie, Abdul Karim Silla, et il m'a dit que Bouazizi, vraiment, l'énergie qu'il mettait dans les duels, l'envie qu'il mettait dans les duels lui permettait à chaque fois de gagner tous ses duels, d'avoir les comptes favorables. Il a dit que voilà, et en plus, lui, c'était un milieu de terrain, Abdul Karim Silla, donc il avait tout le Ouais, temps Bouazizi au duel. exactement. D'ailleurs, Boisy, qui est dans l'équipe type 2004. Ouais, c'est ça, l'équipe type de la CAN 2004. Momo. Moi, tout simplement, je dirais Ziad Jaziri. J'ai beaucoup aimé l'implication qu'il a eue du premier match au dernier match. Et le fait qu'il marque le premier but et le dernier but de la Coupe d'Afrique, ça m'a fait énormément plaisir. Même si je rajouterais, c'est vrai qu'il y a Bouazizi aussi, j'aime beaucoup ce joueur-là et je voulais rendre hommage en fait, tout simplement par des petits Ouais, c'est un compliments. Et accomplissement, quoi. C'est un accomplissement de toutes ces exactement, années. et depuis sa retraite internationale en 2006, on a du mal à trouver ce profil de joueur-là, C'est hargneux, vrai, dur sur c'est vrai, l'homme, qui moule le maillot à fond sans tricher, qui triche pas quoi. c'est vrai, c'est vrai. Sofiane. Alors moi, je vais prendre un autre joueur. C'est José Clayton pour moi. Parce que humainement, bon, Ziyech va me confirmer, j'ai un peu parlé avec lui. José est une personne en fait qui, même à travers ses interviews, c'est une personne que je trouve magnifique en fait humainement. Et le fait que en fait son histoire en fait, c'est-à-dire que c'est un peu différent de Santos, c'est-à-dire que le fait qu'il arrive en Tunisie et que sa mère quand il quitte le Brésil, sa mère elle pense qu'elle va plus le revoir et tout, elle est en larmes et tout. Et je trouvais ça beau et au final en fait c'est un joueur qui est arrivé dans l'anonymat le plus total et au final il gagne, il participe à la Coupe du Monde et il gagne la Coupe d'Afrique 2004 en étant titulaire et en étant décisif et je trouve ça juste magnifique comme histoire et voilà Clayton c'est dans l'histoire à jamais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, peut-être l'un des, si ce n'est peut-être le meilleur latéral gauche de l'histoire de la Tunisie, sûrement. Très, 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 très certainement, je crois. Ziyad. Ouais. Alors, pour moi, bon, ils sont tous des héros, certes. Cette génération, on va jamais l'oublier. Elle restera à jamais dans l'histoire du football tunisien. Mais pour moi, c'est le capitaine, c'est Khaled Badra. Cette grinta, ce caractère de Badra, cette envie de gagner, se battre pour chaque ballon. Vraiment, Badra. Ouais, c'était vraiment le capitaine courage, quoi. Exactement, exactement. On avait deux patrons sur le terrain. On avait Badra et Bouazizi, qui étaient vraiment deux gros patrons. Oui, voilà. Donc, il y avait deux cadres de cette équipe. Il y avait aussi Boumich, Exactement. l'expérience, 37 ans. Il y avait Oui, Jazili devant. Donc, la colonne vertébrale était vraiment bien bien bâtie. établi. Exactement. Donc, pour moi, Badra, après, Badra, n'oublions pas le penalty face au Nigeria, le premier penalty des séances de tir au but. Donc, c'est un leader, en fait.
c'est Badra qui tire le premier et c'est un défenseur. Donc, Oui, c'est vrai. vous voyez un peu Après, Oui. moi, là où je vais souligner ton propos, Zied, c'est que moi, j'ai vu les matchs. Je suis refait les matchs 2002 avec Badra qui joue les 3 matchs de Coupe du Monde. Les 3 matchs, je trouvais que Badra était trop laxiste, trop comment t'expliquer. Il était pas en mode patron. Il était en mode, tu vois, un petit peu khaif. Il avait un peu peur, je sais pas, un Oui. petit peu sous pression. Et là, 2 ans après, c'est plus le même joueur. Au niveau mental, Exactement. c'est plus le même joueur. Et je pense qu'un Badra comme ça, en 2002, je dis pas qu'on serait qualifié pour la Coupe du Monde, pour le deuxième tour de la Coupe du Monde 2002, mais peut-être que sur certains matchs, on n'a peut-être pas perdu, pris des buts aussi bêtes, en fait. Bon, il faut le souligner, Khaled, le premier match face à la Russie, c'est Omni, j'ai dû offrir le ballon Je attaquant. sais. Oui, Donc, je sais. c'est pas du tout la faute de Badra. Non. Et en Non, plus je de sais. ça, à l'époque, Khaled Badr, il avait joué en milieu défensif. Oui, il y a un match, il joue au milieu défensif, exact. C'était la charnière centrale, c'était Jaïdi Mkacha. Mkacher, exactement. Mais voilà, mais après, moi, t'as vu, quand je voyais Badra comment se faire... il se faisait passer facilement dans les matchs de Coupe du Monde. En plus, on n'a pas rencontré des grandes équipes, la Russie, la Belgique et le Japon, je suis désolé. Et là, quand je vois ce Badra-là 2004, il me fait énormément plaisir. Et comme on l'a dit dans ce podcast-là, contre le Nigeria, il a pris ses responsabilités. Exactement. Et il faut Vas-y. souligner aussi, Khaled, que c'est pas du tout les mêmes conditions que la Coupe du Monde 2002 et la Coupe d'Afrique 2004. 2002, c'était vraiment le bordel partout. Hein. L'entraîneur, il y avait des problèmes avec tous les joueurs presque. Il y avait le 11 de départ et on n'avait pas d'11 de départ. En fait. C'est vrai aussi. Donc voilà, Roger Lemaire avait un grand chantier et finalement, ça s'est soldé par la CAN 2004 et la qualification à la Coupe du Monde 2006, mais aussi la fameuse Coupe des Confédérations face à l'Argentine, à l'Allemagne et à l'Australie. Exactement, on en reparlera aussi dans un autre podcast. Ouais, je pense qu'on fait un podcast sur cette coupe. Sur cette coupe. Khaled, on peut revenir sur l'impact culturel qu'a eu cette équipe ou... Oui, juste très rapide, j'ai donné mon joueur favori et après on rebondira sur le thème que tu évoquais. Moi, mon joueur, c'est pas vraiment le joueur que j'ai préféré ou quoi, mais j'ai envie de souligner un seul joueur, et je pense qu'on a beaucoup parlé dans le podcast, c'est Karim Hagi. Pourquoi? Karim Hagi, comme on le sait très bien, il a marqué le penalty décisif contre le Nigeria. Il a été présent dans tous les matchs. Bon, il fait une erreur contre Kanu, contre le Nigeria aussi, contre Kanu, il se concède le penalty, mais ça, on va dire, c'est une sorte de faute de manque d'expérience, c'est un manque d'expérience. Voilà, exactement, manque d'expérience, mais je trouve que Hagi, il s'est montré, malgré son jeune âge et son manque d'expérience internationale, il s'est montré, il a été plutôt solide. Dans la plupart du temps, il a été très solide. Le maire lui a fait confiance très rapidement et il s'est pas trompé parce que voilà, on est champion d'Afrique et on élimine le Nigeria en demi-finale. Donc j'ai envie de souligner ce joueur Hagi qui a été pour moi une grande révélation en fait. Voilà. Vas-y Sofiane, on va rebondir sur l'impact culturel et on va conclure sur ce podcast qui dure beaucoup. Donc oui, bon, l'impact culturel, quand j'en parle d'impact culturel, je sous-entends bien entendu l'héritage que laisse aussi cette équipe. Moi, il s'avère souvent que quand je parle des amis qui sont non tunisiens, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur l'époque des années 2000 avec une Tunisie qui est régulièrement en Coupe du Monde, une Tunisie qui était une équipe dure à jouer. Faut dire la vérité, c'était une équipe dure à jouer. C'est-à-dire que je pense que quand on tombait au tir en Tunisie, on se disait pas être facile, quoi, de les taper parce qu'ils sont solides tactiquement, défensivement, ils ont des bons latéraux, etc. Et en fait, c'était juste, quand je parle d'impact culturel, je voulais juste, en fait, parler, en fait, de ce que cette équipe a laissé. C'est-à-dire que, au jour d'aujourd'hui, on en parle toujours comme étant une référence. Et les 20, justement, la plupart sont souvent cités parmi, quand on fait des classements all-time de certains postes en Tunisie ou parmi les joueurs emblématiques de Tunisie là. Moi, je vais pas citer les noms parce qu'on les connaît tous, mais pour moi, je trouve que cette équipe, en tout cas, a marqué, on va dire, même des non-tunisiens. Par exemple, il y a des non-tunisiens qui aiment Jaziri, qui aiment bien Trabelsi, qui aiment bien Nassi, qui aiment bien Bouazizi.
Et Ouais, ça a mis en lumière certains voilà, cadres de l'équipe. voilà, ça a mis en lumière beaucoup de cadeaux de l'équipe. Et grâce à cette CAN aussi, beaucoup de joueurs tunisiens se sont exportés en Europe Se aussi. sont exportés en Europe et ça a permis aussi une ouverture, on va dire, du football vers l'Europe. Voilà. Dernière question, messieurs, avant de terminer ce podcast. Est-ce que pour vous, cette équipe de Tunisie est la meilleure de tous les temps? On va commencer dans l'ordre qu'on a dans le podcast. Ibrahim. Je pense que collectivement, oui. Maintenant, individuellement, je trouve que la génération actuelle aussi a son mot à dire. Quand on voit les joueurs qu'on a au milieu avec Sriri, Ben Amour, Ferjani Sessi, Ayman Ben Mohamed, Ghailen Chaaleli, il y a vraiment de la qualité au milieu. Et je pense qu'avec un coach comme Roger Lemaire, on aurait pu remporter la dernière CAN. Ok, Mohamed. Pour moi, oui, un grand oui même, parce qu'il y a eu un mélange d'émotions, de passion pour cette équipe-là. Et à la fin, surtout, il y a eu le résultat. Et on sait que dans le football du très très haut niveau, on retient malheureusement que le palmarès. Parfait. Sofiane. Alors, moi j'ai un dilemme parce que je considère l'équipe de 78 comme étant une très très forte équipe. Mais hélas, on n'a pas tiré la quintessence, on va dire, de cette génération-là. Donc, je vais dire parce que ils ont réussi où toutes les autres générations ont échoué. Ils ont gagné un titre continental à la Tunisie. Après, en termes d'individualité, je pense que 78, c'était du très très costaud, et même 96 aussi, c'était du très très costaud. Voilà. Ok, Zied. Pour moi, la meilleure équipe, c'est celle de 2005 et de 2006. C'était plus forte que l'équipe de 2004 parce que les joueurs, beaucoup, ils ont mûri. Il y a niveau 2006, il y avait Radej Hadi en Première Ligue. Il y avait Hatem Trabelsi en Première Ligue. Il y avait aussi qui était là. Chiraoui qui était là, la nouvelle étoile du football tunisien. Il y avait Hamed Namouchi qui jouait au Glasgow Rangers. Hamed Namouchi qui a apporté beaucoup à l'équipe nationale en 2006. Donc, je pense que 2005 aussi, bon, la Coupe des Confédérations, on va y revenir un jour, mais le niveau qu'a atteint l'équipe nationale de 2004 à 2006, il y avait franchement une courbe très très positive, côté collectif, côté mental et aussi côté technique. Les joueurs sont plus techniques qu'en 2004 en fait. Bon, c'est mon avis en tout cas. Ouais, bien sûr, mais après je pense qu'on est là, je pense qu'on partage à peu près tous ton avis. Moi, je suis d'avis à être un peu comme Mohamed Ali. Je pense qu'on retient que le titre et le palmarès. Je dirais plutôt oui, même si, attention, je ne dénigre pas 78, qui a offert à l'Afrique sa première victoire en Coupe du Monde contre le Mexique. Après, voilà. Après, on avait un groupe solide, comme l'avait dit très bien aussi encore Mohamed Ali au début de podcast. Il prend pas Ali Zitoun, mais il prend Najib Brahim pour une cohésion d'équipe, une cohésion de groupe. Et au final, Roger Lemaire a eu raison parce que au final, le titre lui est revenu. Donc je dirais oui. Maintenant, on va attendre les prochaines générations futures en espérant une deuxième étoile ou d'autres coupes du monde. Peut-être un jour passer enfin ce tour en Coupe du Monde. Pour l'instant, moi je dirais oui. Même si 78, j'ai beaucoup de respect pour certaines légendes du football tunisien. Donc voilà, donc je pense qu'on va conclure sur ce podcast-là qui nous a duré plus de 2 heures. Après, on a voulu être super complet sur la CAN 2004 et sur la Tunisie aussi. Donc forcément, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'intervenants. D'ailleurs, un grand merci à vous. Grand merci Ibrahim. Je vous remercie aussi. Je remercie tous les intervenants. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment particulier et inoubliable avec vous et avec les auditeurs aussi. Merci Ibrahim. D'ailleurs, de toute façon, je pense que tu vas revenir dans l'émission quand on reparlera un peu de l'étoile du Sahel, etc. Tu seras le bienvenu, frérot. Inch'Allah, avec plaisir. D'ailleurs, aussi pour Mohamed Ali, c'est la même chose. Tu es le bienvenu pour d'autres podcasts sur d'autres sujets de la Tunisie. Merci, Mohamed. Merci à vous, les gars, pour l'invitation. Et ça a été un super beau moment et c'est passé très, très vite même. Ouais, exactement. Sofiane. Ouais, merci à vous tous d'être venus sur le podcast.
Ça me fait énormément plaisir. Ça nous fait énormément plaisir à toute l'équipe de Tashkil. Et voilà, on va sûrement retranscrire l'événement de la CAN 2004 avec les plus gros détails et en espérant que ça vous plaise. Merci beaucoup. Et Zied, pour conclure. Merci à vous tous. Ce fut un plaisir de se rappeler de ces beaux souvenirs. Hein. J'espère qu'on va revivre ça un jour tous ensemble. Pourquoi pas, bien entouré, Tashkil avec un live. Ce serait beau, ouais. Oui, ça serait beau, magnifique. Ouais. Oui. Peut-être un jour quand il y aura la CAN en Algérie, on ira en Algérie pour aller voir nos aigles de Carthage. Programme. Oui, très bon programme. Il y a la CAN, plutôt, la CAN, ça sera au Cameroun, mais oui, espérons qu'on ira au Mondial 2022 parce que ça sera très, très difficile, très coriace. Donc, on croise les doigts. Voilà, donc on a voulu commencer ce podcast thème de l'équipe nationale sur une belle page. Bien évidemment, on fera d'autres podcasts sur des images, sur des moments un peu plus difficiles. Hein, tout à l'heure, on a parlé de la CAN 94. On fera un podcast sur cette CAN qui a été frustrante, qui a pas été un bon souvenir pour les Tunisiens. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour un autre podcast sur l'actualité sur le football tunisien, aussi bien équipe nationale et club, et un autre podcast à thème. Je vous remercie et à la prochaine pour les passionnés par des passionnés. Ciao, ciao.